La CEQ est heureuse de vous accueillir à Québec aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que la commercialisation des écoles présente un danger grave pour l'avenir de l'éducation chez nous. Les coupures de budget en éducation sont la pointe d'un iceberg qui peut causer des dommages irréparables, non seulement au système d'éducation québécois, mais aussi à celui de toutes les provinces canadiennes. Nous reconnaissons, dans le coin droit, ceux pour qui les gens sont d'abord des consommateurs. Pour eux, la valeur des gens tient dans l'épaisseur de leur portefeuille ou dans la marge disponible sur leur carte de crédit. Selon eux, les enfants et les adolescents sont des clients à conquérir et les murs de l'école sont un espace à occuper. Les jeunes sont des consommateurs à attirer, des clients potentiels qui disposent eux-mêmes d'un certain pouvoir d'achat et qui influenceront le pouvoir d'achat des adultes. En fidélisant cette clientèle, les agents de marketing font du placement à court, moyen et long terme. Dans le coin gauche, nous pouvons identifier des gens convaincus que les enfants sont des citoyennes et des citoyens qui fréquentent l'école pour y acquérir des connaissances, bien sûr, mais surtout des valeurs. Et pas n'importe quelle valeur. Les citoyennes et citoyens de demain, comme celles et ceux d'aujourd'hui et d'hier, doivent apprendre à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble exige que nous transmettions aux jeunes ces valeurs fondamentales que sont le pacifisme et la solidarité. Lorsque l'on constate, plus récemment dans l'histoire, l'état de délabrement de notre environnement, il faut absolument ajouter l'écologie à ces deux valeurs. Voilà en 3 mots pourquoi les écoles vertes, les établissements verts de la CEQ œuvrent depuis 1994 à la construction d'un monde écologique, pacifique et solidaire. Les incitations à la consommation ne diminuent pas, elles augmentent. Chaque jour, les nouveaux produits sont offerts aux jeunes, tous plus reluisants et plus excitants que ceux qu'on leur annonçait hier. Chaque jour, des psychologues, pourtant formés pour soigner et guérir des gens, utilisent les dernières découvertes de leur science et les mettent au service de compagnies qui sont prêtes à abuser de la vulnérabilité de leurs clients, même au détriment de la santé d'enfants de moins de 5 ans. Le phénomène des Pokémon et la façon dont on a incité des millions de personnes à les offrir en cadeau pour Noël ne devrait-il pas nous inquiéter? Depuis que la violence est devenue un ingrédient de marketing, les fabricants de jouets produisent des messages publicitaires de 30 minutes. On appelle ça des émissions. Dans un jugement célèbre rendu contre la compagnie Airwind Toy, la Cour suprême va jusqu'à qualifier certaines publicités de techniques de manipulation. La Cour suprême du Canada a jugé tout à fait légitime l'interdiction de publicité aux moins de 13 ans. Cela indique que nous ne sommes pas seuls à nous inquiéter de ce phénomène. Le réseau des écoles vertes existe depuis 1994, mais il y a un réseau environnement à la Centrale de l'enseignement du Québec depuis 1989 et il y a des actions qui ont débuté bien avant ça à la Centrale. Pourquoi École verte Brundtland? Le réseau des écoles vertes a commencé en 1989 et en 1988, il y avait eu au niveau mondial la Commission mondiale sur l'étude de la planète qui était présidée par Mme Gro Harlem Brundtland, qui était présidente de Norvège. Et à ce moment-là, Mme Brundtland a produit un rapport qu'on appelle couramment le rapport Brundtland, mais qui s'appelle « Notre avenir à tous ». Dans « Notre avenir à tous », les différents défis de la planète étaient expliqués. Et il y avait une très belle phrase qui disait qu'on devait agir, penser globalement, mais agir localement. Alors, on a trouvé que c'était tout à fait ce qu'on voulait faire dans nos écoles, agir dans chacun de nos milieux en gardant toujours une pensée globale, une pensée mondiale. D'où le nom École verte Brundtland.
On s'est aperçu aussi que c'était beau de vouloir sauver les arbres, sauver les espèces vivantes, de sauver la planète de la dégradation, mais qu'on n'y arrive jamais seul. Donc, le volet solidarité, coopération s'est greffé tout naturellement. On ne peut pas faire ça tout seul. Alors, on dit une école écologique, on dit une école solidaire, on dit une école aussi pacifique, parce qu'on sait que les guerres, c'est ce qui dégrade principalement notre planète. Ça dégrade pas seulement le physique de la planète, ça dégrade l'esprit et l'harmonie des gens sur cette planète-là. Alors, les 3 volets dans les écoles vertes Brundtland sont très importants. La commandite publicitaire a-t-elle pour but d'aider les écoles? Soyons pas naïfs. Beaucoup d'argent est en cause et les gens d'affaires investissent quand ils commanditent. Un exemple, en dépit de la présence de la pub des producteurs de lait dans les écoles, les jeunes boivent 2 fois plus de boissons gazeuses que de lait. C'était l'inverse il y a 20 ans. C'est que les sommes dépensées en publicité pour le lait sont minimes par rapport à celles investies par les boissons gazeuses. Ça fait partie du résultat. Aujourd'hui, beaucoup de marketeurs reniflent la bonne affaire qui les attend derrière la porte de nos écoles. Selon le Council for Aid to Education, les budgets dépensés par les entreprises en programmes qu'ils appellent éducationnels, évidemment, dans les écoles primaires et secondaires américaines est passé de 5 millions en 1965 à 500 millions, une multiplication par 100. C'est ce qui s'appelle proliférer au centuple. Les atos québécois dépensent globalement 1,5 milliard par an et influencent pour 6 milliards d'achats dans leur foyer. Malheureusement pour les publicitaires, se trouve en travers de leur chemin une loi qui interdit depuis 1977 la publicité aux enfants. Hélas, dans le mouvement de balancier vers le nouveau libéralisme, la déréglementation, le désengagement de l'État et tutti quanti, les marchands de tous ordres et leurs valets lobbyistes tentent désespérément d'envahir ce segment de marché encore relativement vierge en questionnant la loi ou en la contournant. Ils ont trouvé des comparses au sein du milieu. Les gestionnaires scolaires qui, comme tout le monde le sait, ont terriblement besoin d'argent. Les publicitaires attendent nos appels près de leur téléphone. Je cite Manon Piché, directrice du marketing de Coca-Cola pour l'Est du Canada. Les jeunes constituent un public crucial pour nous. D'une part, ils sont les plus gros consommateurs de cola, tant en quantité qu'en fréquence. Ils sont très sensibles à l'influence de leurs camarades. Viser les jeunes, c'est assurer l'avenir de la marque Coca-Cola. Marvin Goldberg, professeur de marketing au Penn State University, explique que les jeunes ne peuvent faire le poids contre la ruse publicitaire, je le cite. La nature hédoniste de la pub, son approche émotive, son habileté à repérer des motivations puissantes sont sans doute des éléments suffisants pour éclipser temporairement les processus logiques qui permettent à une personne de se construire des défenses. Mais il appartiendra toujours aux parents et aux éducateurs que nous sommes, que vous êtes, j'imagine, d'éveiller l'esprit critique de nos jeunes, de supporter les plus conscients, les plus actifs dans leurs efforts pour mettre au jour les mirages de la publicité. Puis je pense que c'est ça, on est devenu une espèce de société du monde économique où la seule valeur, le seul critère pour prendre des décisions, c'est un critère économique. Mais il y a d'autres valeurs dans la vie qu'il faut prendre en considération quand on prend une décision. Et c'est le cas quand on doit ou non laisser entrer de la publicité dans les écoles. C'est bien sûr que sur le critère économique, je peux me dire, je peux-tu refuser 2 millions? L'école est faite pour éduquer nos enfants, c'est pas un centre d'achat. Il s'agit d'éduquer. On est là pour éduquer, prendre des enfants par la main pour les transformer en personnes conscientes, en citoyens capables de réagir. Et par conséquent, cette fonction-là d'éducation ne peut être qu'une fonction de la collectivité dans ce qui l'exprime le mieux, c'est-à-dire l'État. Et pas du tout des entreprises. La finalité d'une entreprise, c'est le profit. Elle le dit elle-même. Par conséquent, je n'en suis pas scandalisé, mais j'en tire les conséquences. Quelqu'un dont la finalité
et le profit n'a pas le droit d'entrer à l'école, d'aucune façon, même pas sous la forme de publicité dans les bus scolaires. Non, il faut absolument comprendre qu'il ne faut pas mettre le système éducatif au service de l'économie, mais l'économie, par l'intermédiaire de l'État, est au service du système éducatif. Et je ne peux pas accepter qu'on entre la logique du marché, la logique du profit à l'intérieur de l'école. Ce que produit l'école, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence, ça n'a aucune valeur marchande. Aucune valeur marchande. Il faut refuser de penser que ce que produit une institutrice, ça a de la valeur, au sens en dollars. Non, ça ne vaut rien en dollars. Oh, ça vaut beaucoup en beauté, en richesse humaine, mais il ne faut surtout pas ramener ça à des dollars. Là, je spécifie, quand on parle d'émissions pour enfants, on parle vraiment 2-11 ans. On ne parle pas nécessairement le tout famille puis les ados, là. On parle juste le 2-11 ans. Okay? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au total, on a 53 heures. En 97, on avait 53 heures. Si on regardait en 98-99, on aurait probablement autour d'une 60aine d'heures d'émissions pour enfants. Avant l'adoption de la loi, dans les années 70, combien d'heures on avait? À peu près une quarantaine. 40-45 heures. Donc, la situation qui disait disparition totale des émissions pour enfants ne s'est pas avérée réelle. L'autre élément, si on regarde, mettons, le tableau suivant, on regarde de plus près 1997, on s'aperçoit que, bon, essentiellement, les généralistes, c'est le sous-total, 53h45, mais il y a d'autres joueurs qui viennent dans le portrait, c'est-à-dire les spécialisés, Canal Famille et Télétoon plus récemment. Qu'est-ce que ça fait dans l'offre? Ça fait énormément. Ça ajoute plus d'une centaine d'heures, près de 200 heures d'émissions pour enfants. Autrement dit, au Québec, la programmation pour enfants en 1997 était de 236 heures par semaine. Vous irez dans n'importe quel pays en Europe et vous leur direz que c'est le nombre d'heures qui sont proposées à nos enfants, puis ils vont trouver que c'est incroyable. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'émissions qui sont disponibles aux enfants. Maintenant, le nombre, ce n'est pas tout. Il y a une question de qualité aussi, puis une question, la qualité, comment elle se traduit? Elle se traduit par la diversité des genres d'émissions qu'on propose aux enfants, puis par l'origine aussi. Près des 2/3 des émissions qui sont proposées à nos enfants sont produites ici, au Canada, et bien plus spécifiquement au Québec, en grande partie. Donc, le 2/3 des émissions qui sont proposées à nos enfants sont réalisées par des gens qui sont du milieu ici, qui connaissent les enfants ici et qui proposent l'imagerie qu'on a ici et une imagerie aussi internationale. Alors, les grandes prédictions de l'élimination de quantité d'émissions pour enfants ne sont pas avérées. Les grandes prédictions de la diminution substantielle de la qualité des émissions pour enfants ne s'est pas avérée. Et si on regarde les fameux transferts d'écoute, est-ce que nos enfants écoutent du côté américain davantage? Toutes les études ont démontré depuis plus de 15 ans que le maximum d'émissions qui sont consommées en anglais par les jeunes francophones de 2-11 ans ne dépasse jamais 10 %. Et plus souvent que rien, ils sont autour de 5-6 %. Autrement dit, 90 % de ce que nos enfants regardent à la télévision, c'est en français qu'ils le regardent, ce n'est pas sur des réseaux américains. Alors, vous pourrez répondre à cette question-là de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des émissions pour enfants ici au Québec, malgré l'interdiction de la loi? La réponse est oui, il y en a beaucoup. Et s'il n'y avait pas de loi, qu'est-ce qui arriverait? Vous ajouteriez peut-être 5, peut-être 10 heures de plus. Et là, il faut se demander, est-ce qu'on a besoin de 5-10 heures de plus d'émissions, même si c'était de très haute qualité, quand on a déjà cette abondance-là? Les enfants, aujourd'hui, peuvent avoir de la télévision pour enfants du matin au soir, 7 jours par 7, sur 7. L'environnement audiovisuel s'est totalement transformé depuis 1976, quand la loi a été adoptée, mais si elle a fait quelque chose, elle est peut-être venue même nous encourager à conserver ce genre de loi-là.
Sans vouloir rentrer dans les détails là, de définition de publicité, messages commerciaux, etc., ce qui était préoccupant, c'est manifestement la publicité télévisée. De sorte que lorsque le gouvernement et l'Office ont étudié les études qui existaient à l'époque, on a constaté que l'âge de 13 ans était probablement l'âge, de façon très générale, et non pas évidemment très particulier, parce que chaque enfant se développe à un rythme différent, mais de façon générale, on pouvait retenir l'âge de 13 ans comme étant celui à partir duquel l'enfant pouvait faire des distinctions, développer un sens critique, faire une distinction entre la fiction et la réalité, de sorte qu'on a retenu, selon ces études-là, on a retenu l'âge de 13 ans. Peanut buttery Butterfinger Petey. Is there any snack of crispity? No, there isn't. Jenny, Kate. Selon les données recueillies par l'ICAV, ça veut dire International Coalition Against Violent Entertainment, et diffusées au Québec par Passijou, le nombre d'actes de violence dans les émissions pour enfants atteignait 41 à l'heure, ça, en 1986. Les records étant détenus par G.I. Joe, 84 à l'heure, et Transformer, 81 à l'heure. Or, les ventes de jouets guerriers ont augmenté de 700 % entre 81 et 86. Croyez-vous qu'il s'agit là d'une coïncidence? La question qui se pose alors est la suivante. Quelle station ou quel réseau de télé produisait ces émissions? Eh bien, ces deux émissions n'ont pas été produites par une chaîne comme l'ont été Pépinot et Capucine, le pirate Maboule, le grenier aux images, le grand-père Caillou, le capitaine Bonhomme, la souris verte ou Passe-Partout. Non. Les émissions préférées des garçons en 1986, comme vous l'a dit Jacques, ont été produites par un fabricant de jouets, Hasbro. Alors, nous devons alors nous rendre à l'évidence, la violence a été un ingrédient utilisé par des industriels pour capter l'attention des petits garçons, les captiver et les manipuler. Je sors de mon texte pour vous dire que la plus belle manipulation récente, là, ça a été Pokémon. Quand on pense que sur le marché noir, il y a des cartes Pokémon qui se vendent 150 $ et que le prix moyen est de 40 $. C'est à se demander où les enfants prennent leur argent. L'association Tro Peace, née au lendemain du drame de Polytechnique à Montréal, considère que le recours à l'ingrédient violence, tout comme celui du sexisme et du racisme, doivent être réglementés dans les produits culturels accessibles aux jeunes. La violence télévisuelle est aussi nocive, sinon plus, que la nicotine dans le tabac. Les télédiffuseurs font des pieds et des mains pour étouffer les résultats de recherche divulgués par des chercheurs du monde entier depuis 40 ans. La violence télévisuelle ne transforme pas tous les téléspectateurs en assassins, mais elle influence suffisamment de jeunes pour que les pouvoirs publics interviennent. Alors, ça me fait plaisir de vous décrire la position de notre fédération, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. C'est une fédération qui représente dans chacune des provinces et les deux territoires les 235 000 profs qui enseignent dans les écoles primaires et secondaires partout au Canada. Effectivement, si on parle de l'éthique pour l'école marketing, notre position est simple, effectivement, c'est non, non et non. Il n'y en a pas une éthique de marketing à l'école qui est acceptable. Alors, on pense effectivement chez nous que assurer le financement suffisant de l'éducation, même si ce n'est pas une solution magique,
au problème de marketing à l'école. Mais dans les circonstances actuelles, c'est notre meilleure défense contre les tentatives d'exploitation des élèves dans nos écoles. Si on veut préserver l'école publique pour que ça ne devienne pas l'école market à la service du marché commercial, c'est ça la stratégie qu'on doit poursuivre et c'est ça la lutte qu'on doit avoir en commun. Merci beaucoup. On a comme affamé tranquillement les écoles et après ça, les compagnies arrivent en sauveteur. Et c'est un petit peu ça qui est difficile dans nos milieux de discuter avec les enseignantes, les enseignants ou avec le personnel, c'est qu'ils ont faim. Et là, on leur passe devant une assiette, on leur dit « Non, non, tu ne dois pas y toucher. » Si on regarde les coûts par étudiant, l'investissement public par étudiant dans les écoles primaires secondaires, on se rend compte qu'il y avait eu, malgré tout, une certaine croissance jusqu'en 1993. Mais il y a une décroissance nette depuis 1993. Et comme par hasard, c'est depuis cette période qu'on observe une augmentation de la tendance à rechercher par des partenariats, des commandites et du financement privé. Et là, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs facettes au problème. La publicité n'est pas la seule facette. Il faut mettre ça en lien, comme je le dis, avec la commandite, mais aussi les dons, les fondations, la tarification des services, c'est-à-dire le principe de l'utilisateur payeur, les ententes commerciales, etc. Donc, il y a une panoplie de formes que prend le problème du financement privé des services publics. Ensuite, il est arrivé un événement majeur quand même pour créer ce changement de pratique, c'est la loi d'instruction publique au Québec. En décembre 1997, quand on a adopté cette loi-là, le gouvernement est venu dire « Nous institutionnalisons l'idée que les écoles peuvent être financées par le secteur privé ». Il est venu affirmer ça comme une politique, comme une orientation générale, par son article 94, etc., en créant des fondations puis en permettant des sollicitations aux entreprises. Les enjeux, c'est le rôle redistributeur de l'État qui est en cause. Est-ce qu'on croit encore que l'État peut et est capable de redistribuer la richesse par ses politiques? C'est ça qui est en cause. Les inégalités entre les milieux, est-ce qu'on croit encore qu'il doit y avoir une équité entre les milieux, ou si on laisse les milieux riches capables d'aller chercher auprès de gros marchands, commerçants, etc., et industriels plus d'argent, est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on accepte cette société-là? Est-ce que l'idée que les valeurs marchandes sont des valeurs qu'il faut enseigner aux jeunes? C'est un enjeu. Et est-ce que les services publics, c'est encore un bien public ou c'est un bien privé? Voyez les enjeux que soulève cette question-là. Je me suis essayé sur des balises. Alors, quand on arrive dans le concret, sur des questions très précises, tu as une offre. Les contributions dont on fait état parmi la liste des généreux donateurs. Bon, le commerce du coin donne, le médecin donne, puis il y a une liste à quelque part qui dit telle personne a donné. Il n'y a pas de logo. Il y a une liste de personnes. Bon. Les dons sans contrepartie. Généreusement. Le mécénat, au fond. La publicité sociétale. On annonce les activités des écoles vertes Brundtland dans une école. Est-ce qu'on va empêcher ça? On annonce un spectacle. Est-ce qu'on va empêcher ça? D'ailleurs, la loi de protection du consommateur ne l'empêche pas. Donc, on dit, nous, bon, ce genre de choses-là est acceptable. La présence de logos sur les ordinateurs m'a posé la question. Donc, si le logo n'est pas bon, puis que l'école achète des ordinateurs pour sa classe d'informatique, est-ce qu'on va, avec un outil, enlever le Activa ou le IBM? Tout de même, etc. J'ai plein de choses comme ça où je dis, il faut quand même faire un certain nombre de nuances. Le journal Le Soleil, le quotidien que vous connaissez sans doute, au moins les gens de la région ici, nous annonçait le 28 avril 1999 un projet d'entente de partenariat entre Coca-Cola et la Commission scolaire des découvreurs. Alors, je me suis commis dans un petit papier une réponse publiée dans la même tribune, Le Soleil, où je donnais évidemment mon point de vue sur la question. Qu'on se permette d'appeler entente de partenariat, ce genre de collusion, relève soit de l'ignorance crasse, soit de l'insouciance irresponsable, ou peut-être des deux à la fois.
Et j'ajoutais, un petit peu plus loin, on aura beau dire et beau faire, l'intérêt de Coke dans cette histoire n'est ni philanthropique, ni pédagogique. L'intérêt de Coke, c'est de développer le réflexe Coke chez les élèves, de préférence pour la vie. Et je concluais, plutôt que de perdre leur temps et leur honneur dans des combines indignes et antipédagogiques, les autorités scolaires réduites à la mendicité feraient bien mieux de mobiliser les parents et les personnels des écoles, qui sont aussi des électeurs et des électrices, en un vaste et irréversible mouvement d'opposition aux politiques gouvernementales de privatisation perfide de l'école québécoise. En fait, l'idée de YNN, c'est de pouvoir rentrer dans les écoles pour pouvoir diffuser un bulletin d'information d'actualité de 10 minutes qui sera accompagné de 2 minutes et demie de publicité. 2 minutes de publicité corporative, payante, venant du secteur privé et de 30 secondes de messages d'intérêt public. L'idée n'est pas neuve parce que ça existe déjà aux États-Unis depuis un certain temps sous le nom de Channel One, qui diffuse à peu près 40 millions d'écoliers aux États-Unis. Channel One, comme YNN, prétendent vouloir rentrer dans les écoles et de pouvoir offrir un service qui va permettre aux élèves d'améliorer leurs connaissances en actualité, en politique, en économie, en vie de société, tout ça, à travers le bulletin d'information. Sauf que Channel One, aux États-Unis, présentement, vend ses spots publicitaires pour 157 000 $ par 30 secondes. Fait des revenus annuels bruts de plus de 100 millions américains. Ce qui fait que ce qui est intéressant pour eux à l'intérieur, ce n'est pas nécessairement le fait de rendre un service public, au contraire, parce que les bulletins d'information sont très subjectifs et sont très critiqués, mais c'est le fait que si on peut vendre un spot publicitaire de 30 secondes pour 157 000 $, c'est qu'il y a des annonceurs qui sont prêts à entrer dans les classes et pouvoir utiliser le public qui est captif. Les élèves ne peuvent pas sortir des classes. Les élèves sont dans les classes, les professeurs sont là qui les supervisent, des petits machins contrôle dans lesquels on a incorporé des microprocesseurs qui permettent de contrôler qu'à cette heure précise de la diffusion, la télévision dans les classes est au bon canal, au bon poste, à la bonne heure et diffuse la bonne information et que même le volume de son est élevé. Et ça va contrôler le nombre d'étudiants ou d'élèves qui sont dans la classe. En Ontario, on accepte à bras ouverts, si vous voulez, cette proposition de partenariat, ce qui va avec la philosophie du gouvernement. La même chose en Alberta. Cependant, dans d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et dans le territoire du Yukon, le ministre de l'Éducation a été ferme et a dit non, YNN ne peut pas rentrer. Ce qui fait que dans quelques provinces, YNN ne peut même pas espérer présentement effectuer une percée. Le Québec est beaucoup plus ambivalent sur ce point-là et c'est pour ça que c'est un peu dangereux présentement. C'est bien simple. Moi, je conçois un bulletin de nouvelles et vous y insérez quelques petites publicités au travers. Et là, vous allez avoir un public captif. Pas de problème. Ils ne peuvent pas zapper. Ils sont en classe. Pardon? Vous me dites que l'institutrice ou le professeur pourrait... Non, on a tout prévu. On a mis un petit processeur. Ils vont pouvoir contrôler. On va avoir des statistiques. Et là, vous allez pouvoir imaginer si oui ou non vous augmentez vos ventes. Moi, je suis convaincu que oui. Et en plus, c'est un grand service qu'on rend aux écoles. Vous allez voir, les directeurs, ça va être très profitable. Dans quelques années, vous allez prendre des statistiques et vous allez vous rendre compte que vos jeunes vont en connaître plus sur l'actualité, plus sur l'histoire, plus sur la géographie, plus sur un peu du tout. On va monter une clientèle de jeunes solides, prêts à prendre les cordeaux de notre société. Vous allez voir. Moi, YNN, je suis très heureux de collaborer à cette formation des jeunes. Vous allez voir, les gars, c'est un bon deal. On s'en reparle dans 2 ans. Checkez vos statistiques, vous allez voir, ça va monter en flèche. Bon, l'important pour nous autres au Canada, c'est le Business Council on National Issues. Ça regroupe les 168 chefs des plus grandes entreprises au Canada. Et ça regroupe également des politiciens passés ou futurs de tous les partis, parce que c'est très important, une des missions, c'est de s'assurer que les orientations économiques ne changent pas lorsqu'on change de parti. Alors, l'agenda du BCNI, qui a été en cours depuis plusieurs années, vous allez reconnaître les thèmes, couper dans la santé et l'éducation. Pourquoi? Ben, il y a un but à ça, c'est de faire monter la demande pour la privatisation. Puis Dieu sait si ça marche bien. OK? Il faut se rappeler, on est en période de croissance économique, les choix qui ont été faits
pour améliorer ou assainir, entre guillemets, les finances publiques. C'est des choix tout à fait politiques qui ont été décidés par les gens d'affaires. Et le but, c'est de créer des nouvelles occasions d'investissement dans la santé et dans l'éducation. Écoutez, quand vous parlez de la santé, vous parlez de 80 milliards au Canada. Et quand vous parlez de l'éducation, vous parlez d'un marché de 60 milliards. Et particulièrement dans l'éducation, la pénétration du privé est actuellement très faible. Et il y a une chose tantôt qui a été soulignée par les interventions et que je veux vraiment renforcer. La publicité à l'école, c'est juste le pied dans la porte. Si vous voulez savoir tout ce qui s'en vient, c'est absolument incroyable. Donc, c'est la logique du monde des affaires. Juste dans le Devoir d'hier, à titre d'exemple, il y avait un beau titre qui disait l'UDM abandonne les arts plastiques. Donc, ça, c'est quoi? C'est la logique marchande. C'est l'abandon des programmes qui ne sont pas rentables pour le milieu des affaires. Et je m'oppose fortement à cette privatisation-là, tous azimuts. Et c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on puisse élargir ce débat-là, parce que ce n'est pas qu'une question de marketing. C'est une question, éventuellement, de faire du système d'éducation une machine à servir le monde des affaires. Ton twist est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton Chianti est italien, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes figues sont turques, tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Norvège, ton chantier vient de Liège, Eulenspiegel vient...